Un œil grand ouvert tranché par une lame de rasoir. C'est par un déchirement que s'ouvre un chien andalou, et par extension toute l'œuvre de Louise Buñuel. Une œuvre originale, intrigante, choquante, parfois même scandaleuse. Un enchevêtrement de signes, d'obsessions, qui a toujours résisté à l'analyse, tout en lui tendant les bras dans le même temps. Des décennies après leur réalisation, les films de Buñuel sont encore aujourd'hui de belles invitations à passer la frontière, à plonger dans les profondeurs d'un monde plus instable et moins balisé. Dans cette œuvre foisonnante, le journal d'une femme de chambre occupe une place particulière. Inaugurant la dernière période de la carrière du cinéaste, le journal d'une femme de chambre est une plongée dans le versant sombre du monde buñuelien, où le cinéaste nous invite à nous perdre dans les ruelles d'un village de campagne et dans les couloirs d'une maison bourgeoise, dans une forêt et dans un marécage. Partagé entre l'Espagne, la France, les États-Unis et le Mexique, le parcours de Luis Buñuel n'a pas toujours été facile à suivre. Tout commence en Espagne, à Calanda, petite ville de la province d'Aragon, le 22 février 1900, jour de naissance de Luis Buñuel. Aîné d'une famille bourgeoise composée de 7 enfants, Buñuel grandit dans la ville voisine de Saragosse. Après une éducation chez les jésuites, Buñuel part à Madrid pour y rejoindre la résidence des étudiants. Passionné par l'entomologie, il veut alors devenir ingénieur agronome. Il décide ensuite de quitter l'Espagne pour la France et rejoint Paris, où sa passion pour le cinéma se précise. Il devient l'assistant de Jean Epstein et écrit ses premières critiques de cinéma. Au milieu des années 20, le milieu culturel parisien est alors en pleine ébullition. André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon ou Benjamin Perret, entre autres, imposent un mouvement artistique révolutionnaire, le surréalisme, voulu comme un moyen de libération de l'esprit. En rupture radicale avec la société française de l'époque, les surréalistes prônent un art libéré de toute logique, de toute rationalité, où l'imprévisible, l'inattendu, le hasard tiendront une place particulièrement importante. Les textes collectifs, les cadavres exquis, l'écriture automatique, le collage seront alors les moyens d'expression artistique privilégiés des surréalistes. Moi, je suis pour l'amour, Célestine. Pour l'amour fou. Luis Buñuel est conquis et rejoint rapidement le mouvement. Avec la complicité de Salvador Dali, il réalise ce que l'on a considéré comme le premier grand film surréaliste, Un chien andalou, avec pour ambitieux programme d'ouvrir toutes les portes à l'irrationnel. Un an plus tard, toujours avec Dali, Buñuel réalise son film suivant, devenu indissociable du précédent, L'Âge d'or. Pamphlet contre l'Église, brûlot subversif contre la bourgeoisie, apologie de la violence gratuite, L'Âge d'or fait scandale et sera interdit en France. Repéré par la MGM, Buñuel part alors à Hollywood en tant qu'observateur, mais retourne rapidement en Europe pour s'occuper des doublages de films américains à Paris, puis à Madrid. C'est en Espagne qu'il réalise son troisième film, Terre sans pain, un documentaire sur la région montagneuse de Las Urdes, près de Salamanque. 1936, la guerre civile espagnole éclate. L'Espagne communiste et l'Espagne fasciste de Franco s'affrontent. Buñuel s'exile en France, puis à New York, où, au musée d'art moderne, il supervise les films de propagande anti-nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. La suite de sa carrière s'écrit au Mexique, où Buñuel s'installe, comme il le dit, par hasard. Il y poursuit sa carrière de réalisateur, interrompue depuis presque 15 ans, et réalise des films commerciaux à petit budget, en tentant d'insuffler dans des histoires traditionnelles son goût pour le surréalisme et l'avant-garde. Se côtoient alors dans sa filmographie des productions mineures immédiatement tombées dans l'oubli, et d'autres qui ont marqué, parfois avec quelque temps de retard, l'histoire du cinéma. Los Olvidados, Elle, La vie criminelle d'Archibald de la Cruz, Nazarine, et surtout Viridiana, que Buñuel tourne en Espagne et avec lequel il triomphe en remportant la Palme d'Or à Cannes. La carrière internationale de Buñuel est alors relancée.
Festival de Cannes 63, un certain nombre de jeunes scénaristes français, et je faisais partie de ce casting, on pourrait dire, de cette délégation, et il m'a choisi, c'est tout, après un déjeuner et une discussion. Et une semaine après, j'apprenais que je partais en Espagne travailler avec lui. J'étais à cette époque-là très débutant dans le cinéma, j'avais fait exactement 2 films. J'avais fait Le Soupirant avec Pierre Étex, qui était un film comique dans une tradition. Pierre Étex était l'assistant de Jacques Tati dans une tradition de cinéma comique visuel peu bavard. Et j'avais fait un documentaire sur la vie sexuelle des animaux avec Gérald Calderon, réalisateur, d'après un livre de Jean Rostand, qui s'appelait Bestiaire d'amour. C'était tout ce que j'avais dans mon catalogue. C'était d'ailleurs assez bien, parce que quand j'en ai parlé à Buñuel au cours de ce déjeuner que nous avons eu à Cannes, il s'est trouvé que Buñuel, comme tous les surréalistes, était très passionné par le cinéma burlesque américain de la grande époque. Il ne faut pas oublier que dans le premier numéro de la Révolution surréaliste, et Dieu sait si les articles et documents étaient bien choisis, il y avait une photo de Buster Keaton, comme faisant partie de la famille. Et Buñuel lui-même avait écrit sur Buster Keaton. Donc, cette tradition-là lui disait quelque chose. Quant au Bestiaire d'amour, Buñuel était de formation estudiantine, un entomologiste. Il avait appris à même les noms latins de tous les insectes qu'il a connus jusqu'à la fin de sa vie. Donc, que j'ai travaillé sur 2 domaines dont l'un lui était familier, les insectes, et dont l'autre l'attirait beaucoup, ça nous a certainement, comme par la suite, nous le sommes dit très souvent, rapprochés. Toute sa vie, Buñuel est resté très frappé par des lectures qu'il avait faites dans son adolescence et dans son temps d'étudiant à Madrid. Et ces lectures étaient des lectures françaises. Il y avait essentiellement 3 auteurs, Octave Mirbeau, Pierre Louis et Huysmans. C'était des livres qui, à l'époque, en Espagne, étaient quasi maudits ou presque interdits, considérés comme scandaleux, comme libertins. Donc, il y avait, quand il me propose Mirbeau dans les années 60, des souvenirs vieux déjà pour lui de 40 ans. Et quelque chose qu'il avait touché. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, dès le début, nous avons décidé de placer l'histoire au temps de sa jeunesse à Buñuel et non pas au temps de l'époque où le livre se passait. Ma première idée, au cours de ce déjeuner, avait été de regrouper dans une maison certains de ces personnages pour en faire une famille et de mettre à côté, dans une autre maison, un des autres personnages. C'est-à-dire d'éviter de faire un film trop itinérant, trop à sketch. Et Louis a eu exactement la même idée. Donc, sur ce point, nous avons tout de suite eu une même vision du film, une concentration. Et de là est venu cette espèce de portrait marécageux, comme nous aimions à le dire, de ce milieu que Buñuel avait bien sûr connu, il en était issu, mais qui est soigneusement déguisé dans le film en bourgeoisie française, lui venant de la bourgeoisie espagnole, aragonaise, et d'un portrait sans aucune complaisance de ce monde-là. Cantonnés aux 4 murs de leur maison, sans contact avec le monde extérieur. Ils sont également figés dans un temps gelé, où ils ne cessent de contempler les photos du passé ou de rejouer inlassablement les mêmes fantasmes fétichistes. Ces bourgeois rappellent les notables mexicains du précédent film de Buñuel, L'Ange exterminateur, lesquels étaient eux aussi enfermés dans une villa aux barreaux invisibles, obligés de répéter les mêmes gestes et les mêmes phrases à l'infini. Semble immuable. Mais l'arrivée du personnage de Célestine, interprété par Jeanne Moreau, va modifier la donne et bouleverser quelques certitudes. Il semble me souvenir, je peux me tromper, mais que Jeanne Moreau était prévue dès le début pour le rôle de Célestine, comme Catherine Deneuve le sera pour Séverine dans Belle de jour. Et les relations ont été absolument excellentes. Elle avait envie de travailler avec Louis, et Louis l'a trouvée tout de suite épatante. Il la connaissait bien sûr, il avait vu des films d'elle. Il s'est passé après 1 semaine ou 10 jours de tournage qu'elle est venue me trouver un jour, Jeanne, et elle m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Louis ne me donne aucune indication de jeu.
Il ne me dit pas comment je dois me comporter, comment je dois réagir à tel ou tel... je ne sais pas comment jouer. Alors, naturellement, c'est souvent le rôle du scénariste. Je suis allé rapporter ça à Louise, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ?» Elle m'apprend des choses sur le personnage. Comme son titre l'indique, le roman d'Octave Mirbeau se présente sous la forme d'un journal intime. Il est donc écrit à la première personne. Le récit est conduit par le personnage de Célestine, et aucune de ses pensées n'échappe au lecteur. Rien de tout cela dans le film de Louise Buñuel. Célestine est ici un personnage particulièrement secret, un personnage en quelque sorte imperméable, préservant soigneusement ses zones d'ombre, ses motivations et ses sentiments. Le changement de point de vue par rapport au livre et le fait que nous nous sommes en quelque sorte substitués à la femme de chambre, ce n'est plus son regard sur ses maîtres qui nous est donné, mais le nôtre, tient au fait que le cinéma est un art objectif. Et que ce qui nous intéressait, c'était aussi bien le comportement des maîtres que le sien. Elle nous sert de guide. Elle est l'ange qui nous guide dans ce labyrinthe obscur, tortueux et souvent malsain. Mais si nous nous mettions à sa place et si nous avions son jugement, du même coup, nous disparaîtrions, nous. C'est-à-dire qu'elle a bien sûr des réactions qui viennent du livre et qui sont aussi les nôtres sur telle ou telle phrase ou telle ou telle attitude de Joseph en matière d'antisémitisme et de lutte politique. Mais ce n'était pas du tout ce que nous voulions faire. Nous voulions la considérer elle-même, non pas du tout comme un porte-parole ou comme quelqu'un dont nous partagerions systématiquement la vie, mais comme un vrai personnage. Pendant tout le début du film, Célestine occupe cet entre-deux indécis. Elle n'appartient plus vraiment au peuple, et pas encore à la bourgeoisie, plus tout à fait à la grande ville, et pas encore à la campagne. Figure de l'insaisissable, sorte d'électron libre, Célestine ne s'intègre nulle part, elle est toujours ici et ailleurs dans le même temps. Dans tous les films de Buñuel, tout est écrit dans le scénario. Ceux que nous avons écrits ensemble et les autres, il improvisait très très peu pendant le tournage. Il a improvisé un ou deux trucs dans la chambre discrète de la bourgeoisie qu'il a coupé. Donc tout est prévu et même souvent dessiné. Il me faisait faire beaucoup de dessins. Le dessin a été mon premier métier. Et par exemple, Joseph s'enfuit en courant dans les arbres de la forêt. Ça a été dessiné. Les escargots sur les cuisses de la petite fille font partie du bestiaire du film, depuis les papillons tués à coups de fusil au début, et qui était quelque chose qui tenait à cœur à Buñuel et qui, moi, évidemment, à cette époque-là, me rapprochait du bestiaire d'amour que je venais de terminer l'année précédente. Donc là-dessus, tout ça fait partie de ce que l'auteur ou les auteurs du film peuvent apporter à un livre, mais c'est, oui, soigneusement préparé. Plus tard, ses sentiments pour Joseph ne font plus aucun doute. Célestine devient un personnage troublé, indécis, qui à son tour perd ses repères. À plusieurs instants, Célestine sera montrée en train de repriser, comme si elle tentait tant bien que mal de recoudre la déchirure afin de retrouver son imperméabilité. Mais vers la Les années 30, dont nous savons tous très bien ce qui va suivre. C'est une période des plus sombres de l'histoire du monde qui s'ouvre là et qui se manifeste dans le film déjà par l'activisme d'extrême droite, par le fait que la femme de chambre à la fin du film est, nous dirions aujourd'hui, récupérée par la bourgeoisie. Elle devient elle-même, non sans nostalgie et non sans quelques regrets cachés, un personnage qui est monté en grade dans la hiérarchie sociale et qui se prépare une vie d'ennui, probablement d'adultère, etc. Tout ce qu'on peut déjà prévoir, c'est-à-dire une petite vie terne, parce que pour elle, il n'y avait pas d'autre possibilité. Que pouvait-elle faire d'autre? Prendre un fusil, faire la révolution, aller se faire tuer sur des barricades imaginaires qui n'existaient pas à ce moment-là. Donc, en ce sens, oui, le film, comme je le disais, est un marécage, et il n'y a pas d'espoir dans un marécage. et renaît. Il n'y a aucun espoir dans le journal d'une femme de chambre, comme le dit Jean-Claude Carrière. Le film de Louise Buñuel est sans doute l'un des plus sombres, l'un des plus étouffants de sa filmographie. Quelques années plus tard, avec Le charme discret de la bourgeoisie, ou Cet obscur objet du désir, Buñuel se livrera à nouveau à une critique de la bourgeoisie, mais cette fois-ci plus douce, presque nostalgique. Rien de tout cela ici. Avec Le journal d'une femme de chambre,
Buñuel montre une humanité à l'avenir désespérément bouchée, qui fonctionne en vase clos.